Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver. C'est l'heure de votre invité du journal. C'est donc hier que se sont réunis à Bamako les dirigeants des pays du groupe G5 Sahel en présence du président français Emmanuel Macron. Une dizaine de jours après le vote de la résolution à l'ONU qui salue le déploiement d'une force africaine pour combattre le terrorisme dans la région du Sahel, le sommet d'hier à Bamako a permis d'acter la constitution de cette force antiterroriste conjointe et de débloquer les fonds pour la rendre rapidement opérationnelle. Pour comprendre les enjeux de ce sommet, mais aussi le rôle de ce groupe G5, nous recevons aujourd'hui sur notre plateau Monsieur Mohamed Jebbour. Vous êtes enseignant-chercheur au Centre d'études africaines. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci pour l'invitation. Alors Monsieur Jebbour, d'abord un mot de ce groupe G5 Sahel. Quel est son historique? Quand a-t-il été créé? Quand est-il devenu réellement effectif et quelle est sa vocation? D'accord. Concernant le groupe des 5 Sahel, le G5 Sahel, il regroupe les 5 pays sahéliens qui sont la Mauritanie, le Mali, Burkina Faso, Niger et le Tchad. Et cette organisation est née en 2014 d'une volonté commune de lutte contre le terrorisme en alliant sécurité et développement. Alors que les groupes terroristes, en passant d'un pays à un autre pour mener des attaques, se ravitailler ou rejoindre des zones de refuge, le G5 se dote d'outils régionaux donc pour lutter et planifier régulièrement des opérations conjointes avec le soutien de l'opération Barkhane, qu'on va en discuter tout à l'heure. Donc on va parler effectivement tout à l'heure. Mais ça a été imaginé, vous l'avez dit, en 2014, mais elle est devenue réellement effective récemment, c'était en février dernier. Mais que s'est-il passé entre-temps? Il y a eu ce vote de la résolution de l'ONU. Qu'est-il venu changer dans la mise en place de ce groupe G5? D'accord. Effectivement, comme vous l'avez signalé, c'est en février 2017, c'est précisément le 6 février 2017, que la décision de la mise sur pied de cette force conjointe a été prise. Et il s'est posé alors la question de financement, etc. Depuis lors, donc, à l'initiative de la France particulièrement, donc une résolution à l'ONU a été adoptée le 20 juin 2017, la résolution 2357. Et cette résolution, c'est elle qui, c'est-à-dire, donne l'initiative de créer cette force conjointe. Mais pas sous mandat de l'ONU. Ce n'est pas une force qui est placée sous le mandat de l'ONU. Non, ce n'est pas une opération de maintien de la paix, mais c'est une force donc, conjointe qui a été votée. Et il y avait donc justement donc, une divergence de point de vue entre les États-Unis et la France, alors que la France elle est chaude pour mettre en place le plus tôt possible cette force. Les États-Unis demeurent réticents. Et puis la France aussi demandait le droit d'utiliser tous les moyens nécessaires, ce à quoi s'opposaient également les États-Unis. Effectivement, parce que la question épineuse qui se pose pour cette force, c'est la question de financement. Et pour le financement, il est estimé à près de 423 millions d'euros par an. Alors que c'est un problème majeur. C'est-à-dire même si on vient d'adopter donc la mise en place effective hier dans le sommet de Bamako, la mise en place mais le problème de financement il se pose parce que on va commencer à financer, c'est-à-dire à raison de 10 millions d'euros par pays, c'est-à-dire les 5 pays, en plus de 50 millions d'euros pour l'Union européenne. Alors on continue à dérouler le temps chronologique. Donc là, entrée en vigueur en février dernier, le mandat la résolution de l'ONU qui porte création, qui reconnaît cette force et qui donc prévoit le financement. Et cette rencontre donc hier avec le président français Emmanuel Macron et qui a beaucoup insisté sur le financement. Alors concrètement, quels étaient les enjeux, quelles étaient les questions qu'il fallait trancher hier à Bamako avant qu'on voit les réponses qu'on leur a apportées à ces questions? Effectivement. Donc, si vous voulez, hier, lors du sommet de Bamako, c'est-à-dire on a décidé, la décision de créer la force conjointe a été actée, a été prise, et on a demandé de commencer le travail, même si la question du financement n'est pas entièrement résolue, comme j'avais dit tout à l'heure. Donc, le financement, il est estimé à près de 423 millions d'euros par an. C'est l'annonce faite par le président malien hier lors de sa conférence de presse avec son homologue français. Effectivement.
Mais actuellement, on demande, on a exhorté, c'est-à-dire le président français Emmanuel Macron, il a exhorté les chefs d'État sahéliens de G5 de commencer et de donner des résultats concrets sur le terrain, et c'est-à-dire le financement il suivra. Alors, il a demandé à ce que la force soit opérationnelle dès le mois d'août, et il a annoncé que la France allait apporter un soutien de 8 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Effectivement. Donc, si par rapport à la question du financement, jusqu'à maintenant, nous avons les 50 millions d'euros de l'Union européenne qui est acquise, et il y a 10 millions d'euros par pays, c'est-à-dire par chaque pays. Et nous avons les 8 millions d'euros d'ici la fin de l'année, comme aide logistique, matérielle, en plus des 70 véhicules tactiques et du matériel de transmission et de protection que la France va mettre effectivement à disposition. Mais une autre annonce aussi a été faite hier. C'est une conférence de donateurs qui serait prévue prochainement avec, selon Paris, un apport programmé de l'Allemagne. Emmanuel Macron insiste auprès de l'Allemagne pour apporter sa contribution financière. À votre avis, que faut-il attendre de cette conférence des donateurs qui devrait se réunir prochainement ? Effectivement. Donc, la question du financement, comme j'avais dit, il est primordial. Donc, il faut réunir une conférence de donateurs. Et selon Macron, il porte une nouvelle approche. Il veut que, c'est-à-dire la question du financement ne soit pas sur le dos, si j'ose dire, de la France uniquement. À la seule charge de la France. Mais il faut impliquer d'autres pays de l'Union européenne. Et surtout, il mise beaucoup sur l'expérience allemande. Alors, Emmanuel Macron a beaucoup insisté hier dans ses différentes interventions sur l'obligation de résultats, en disant qu'on attendait beaucoup de cette force conjointe du G5. Il y a d'autres missions de maintien de la paix qui sont présentes sur le terrain, notamment la mission Barkhane, qui a remplacé la mission Serval. Pourquoi le G5 réussirait là où notamment la France a échoué et a même payé un lourd tribut en termes de pertes humaines ? Effectivement, donc pour M. Macron, c'est-à-dire il exhorte les pays du G5 donc, de fournir de réels efforts sur le terrain. Il fait allusion à une chose, parce que le président Macron il a une nouvelle approche, il veut lier la question sécuritaire à la question de la gouvernance. Et pas mal d'organisations. Et ça, c'est un changement de paradigme ? Effectivement. C'est-à-dire pas mal d'organisations humanitaires, il insiste sur le fait que parmi les causes du terrorisme, il n'y a pas seulement... C'est-à-dire il y a des racines dans la gouvernance, dans la corruption. Donc il défend une approche intégrée. Effectivement. Donc il faut allier et la gouvernance, c'est-à-dire le financement, certes, il est important, mais il faut financer l'opération et bien gérer et lutter contre, c'est-à-dire la corruption et donc aller très en amont finalement du risque terroriste. Effectivement. Alors le groupe G5 donc est maintenant mis en place. On l'a dit, les premiers financements commencent à arriver. L'Union européenne avait, avant le vote de la résolution de l'ONU, débloqué des fonds. Maintenant, est-ce que à terme, à moyen ou à long terme, ce groupe pourrait prendre la place des missions de la paix qui sont présentes? Est-ce que c'est ça l'objectif de la France finalement? C'est que finalement la gestion de la zone Sahel soit déléguée aux pays du G5? Concernant la situation sécuritaire au Mali et dans les pays du G5 en général, il n'y a pas que cette force, il y a d'autres forces comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Il y a donc la force française Barkhane, il y a la MINUSMA. Donc presque 12 000 hommes, mais c'est une opération à part, c'est une opération de maintien de la paix de l'ONU. Il y a les armées nationales, bien sûr, et il y a également des groupes spéciaux allemands et américains notamment. Donc, et chaque force, elle a des compétences et une expertise spéciale. Et Macron, effectivement, donc, il ne veut pas que la force Barkhane demeure à long terme. Donc, la question de prestige de la vie des soldats français, donc ce sont des 4 000 soldats français qui sont là-bas, et il est en jeu. Il veut 23 morts, dont 23 voilà, sont donc morts. Il veut, si vous voulez, déléguer le plus tôt possible, au moins à court terme, à moyen terme, donc la mission du maintien de la paix au pays de G5. Et c'est faisable, selon vous, à moyen terme? C'est faisable à une condition, c'est-à-dire les pays de G5 allient, c'est-à-dire la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la pauvreté avec la gouvernance. Donc tant que le problème de la gouvernance n'est pas résolu dans ces pays, donc il est peu probable que les résultats escomptés seront réalisés. Merci beaucoup, Monsieur Jebour, d'avoir été avec nous pour nous aider à décrypter les enjeux de ce sommet de Bamako. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV, nos formations continuent dans un instant et à demain avec un nouvel invité de votre journal.